Nous voilà dans la troisième partie. Cette troisième partie va consister à étudier le client Astonia. N'ayant évidemment pas accès aux sources, notre seule manière, entre guillemets, de l'étudier, ça va être de le désassembler. En le désassemblant, ça signifie, si vous voulez, récupérer le flux d'instructions qui est exécuté au plus bas niveau, c'est-à-dire par le processeur. Je vous cache pas que cette partie, ça va être la plus compliquée, surtout pour ceux qui débutent dans la rétro-ingénierie. Si vous comprenez pas tout, deux solutions, vous re-regardez à nouveau la partie que vous ne comprenez pas, et le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien lire l'article de Damon que je vous ai fourni. Il explique pas vraiment comment on développe en assembleur, mais il explique clairement tout ce que vous avez besoin de savoir pour comprendre cette vidéo. On va charger le client Astonia dans l'e-debugger. Pour ça, on va File Open et ensuite on va l'ouvrir. Tac, c'est assez rapide. Je vais effectuer une petite présentation assez succincte de l'e-debugger. Ici, on a accès, si vous voulez, au flux d'instructions qui vont être exécutées. On va pouvoir se balader à l'intérieur, voir quelle instruction a été appelée, les jumps, etc. À droite, on a accès aux différents registres. On a les registres de travaux, on a les registres d'offset pointeur, on a les registres de segments, et puis aussi on a les flags. En bas, on a la pile ou la stack. À gauche, c'est une partie qui va nous être très utile, qui permet, si vous voulez, de faire un dump de la mémoire à un certain endroit. Ça veut dire que il suffit de donner une adresse auquel on aimerait voir le contenu, sous forme hexadécimale ou ASCII ou Unicode. Enfin, vous pouvez le paramétrer de la manière dont vous voulez. Et puis vous pouvez même, voilà, il y a pas mal d'options. Je vous invite à les essayer. Toutes ces parties-là vont nous être vraiment indispensables. Il va falloir apprendre à gérer correctement toutes ces parties-là. Polydebugger nous offre aussi quelques modules qui vont respectivement nous permettre d'observer tous les modules chargés et puis les DLL, les exécutables chargés lors de l'exécution du client. Une petite carte de la mémoire qui va nous permettre de poser des breakpoints, c'est-à-dire des arrêts quand le code va avoir besoin d'accéder à des zones en mémoire, en écriture, en lecture, etc. Et on peut aussi faire des recherches dans ce module. Donc le module de thread, ce module-là nous permet de voir tous les threads qui sont exécutés lors de l'exécution de notre exécutable. Ensuite, bon, évidemment, on retombe sur notre flux d'instructions lu par le processeur. Par ailleurs, on peut aussi regarder la liste de tous les breakpoints qu'on a posés sur les flux d'instructions. Ici, on n'en a posé aucun. Pareil pour la mémoire, on peut regarder tous les breakpoints qu'on a posés sur les zones mémoire. Et ensuite, on a aussi une liste de breakpoints qu'on peut poser, qu'on appelle ça des breakpoints hardware. Polydebugger nous offre différentes méthodes de déplacement pour se déplacer au sein du flux d'instructions lu par le processeur. Tout d'abord, on a le step into. En général, on tape F7. Le step into permet de se déplacer d'instruction en instruction, et à la rencontre d'une instruction de type call, on rentre à l'intérieur. Ensuite, on a le step over. En général, on fait F8. Donc à la rencontre d'instructions de type call, cette fois-ci on n'en rentre plus dans le call, mais on passe toujours d'instruction en instruction. Ensuite, on a le executile return. En général, on fait CTRL F9. Cette méthode nous permet d'accéder directement à l'instruction return la plus proche. Bon allez, maintenant fini de rigoler, on va démarrer l'analyse du client. Il y a une dizaine de minutes de cela, je vous ai dit qu'il y avait un petit intervalle où on ne savait pas vraiment s'il y avait une communication entre le serveur et le client. Le plus simple pour le savoir en général, c'est d'utiliser des logiciels tels que Wireshark. Nous, on utilise Polydebugger, même si c'est pas du tout la même technique. L'idée, c'est de poser des breakpoints sur toutes les fonctions qui permettent d'envoyer et de recevoir des paquets. Ces fonctions sont send, receive, send to et receive to. Pour retrouver ces fonctions, il suffit de faire clic droit sur le flux d'instructions, search for, et All Intermodular Call. On tombe alors sur un tableau qui fait référence à pas mal de fonctions accessibles via des DLL. En fait, il faut savoir que comme on est en train d'étudier un exécutable, il est construit à l'aide de ce qu'on appelle le format portable exécutable. Dans l'entête de ce format se trouve une adresse qui permet d'accéder à ce qu'on appelle l'IAT, Import Address Table. IAT, si vous voulez, c'est ce qui permet à l'exécutable d'accéder plus facilement à des fonctions auxquelles il a besoin, disponibles dans des DLL. Donc du coup, Polydebugger va aller piocher dans cette IAT pour nous afficher toutes ces fonctions.
Notre objectif, nous, c'est d'aller poser un breakpoint sur toutes les fonctions qui permettent d'envoyer et de recevoir des paquets, donc notamment la fonction receive et send. Je pose des breakpoints sur chaque fonction. Alors évidemment, le principe d'une fonction, c'est qu'elle ne va pas être chargée plusieurs fois. Vous allez vous demander, mais pourquoi il y a plusieurs fonctions send? Parce que tout simplement, le programme fait plusieurs références à cette fonction. Donc du coup, moi ce que j'aime bien faire, c'est de poser des commentaires d'entrée de jeu sur les différentes fonctions send. Je clique entrée pour accéder justement au code qui entoure cette fonction. Je clique point virgule et je peux ajouter un commentaire à cette fonction. Donc, ici, je vais taper jump to send 1. Et je vais faire ça pour chacune des fonctions. Comme ça, je saurai vraiment à peu près où je suis. Et puis quand j'aurai compris un petit peu mieux quel est le rôle de cette fonction au sein du programme, je pourrai compléter ce commentaire. J'ai fini de commenter tous les send. Je viens de finir de commenter les fonctions receive. À ce moment-là, on a posé une dizaine de breakpoints. Pour voir tous les breakpoints qu'on a posés, on n'a qu'à recliquer sur la fenêtre de breakpoint. Et voilà, on peut voir tous les breakpoints qu'on a posés. Alors pour l'instant, ils sont juste commentés de manière assez rudimentaire. Notre objectif va être donc de savoir comment le client utilise ces fonctions. Mais avant ça, il faut quand même vérifier l'hypothèse que j'avais émise quand je disais que le client ne fait pas appel aux fonctions receive et send tant qu'on n'a pas cliqué sur le bouton play. Pour cela, on va lancer le programme et on va justement regarder si avant qu'on clique sur le bouton play, Holy Debugger nous arrête sur une fonction auquel on a posé un breakpoint. Pour lancer le programme, il suffit de cliquer sur F9 ou alors de cliquer sur le petit bouton qui ressemble au bouton classique play. Donc on arrive à la phase d'authentification. Et on se rend compte qu'il n'y a toujours pas eu d'appel aux fonctions send et receive. On clique maintenant sur le bouton play. Et Holy Debugger nous arrête sur la première fonction send qui est appelée. C'est intéressant puisque ça correspond évidemment aux premières observations qu'on a fait, c'est-à-dire que normalement le premier renvoi provient du client et il est censé envoyer le login. Maintenant, il faut savoir comment fonctionne cette fonction send, quels sont les paramètres pour vérifier que c'est bien le login qu'on a envoyé. Pour ça, on va utiliser la documentation de Microsoft, la MSDN, qui nous permet de comprendre comment fonctionnent et que font les fonctions. Donc notre fonction send prend 4 paramètres. Le premier paramètre, c'est la socket sur laquelle on va envoyer le contenu. Le deuxième paramètre, c'est le tampon, c'est-à-dire c'est le contenu qu'on va envoyer. Le troisième paramètre, c'est la longueur du contenu. Et le quatrième paramètre, c'est un flag, c'est des options que l'on peut mettre à l'envoi. Et ça nous intéresse pas énormément. Maintenant, on retourne sur Holy Debugger. Et ce qui nous intéresse maintenant, c'est de retrouver le tampon et sa longueur. Alors si vous avez bien lu l'article de Damon, le fait que le programme mette les arguments de la fonction dans l'ordre inverse ne devrait pas vous surprendre. En fait, ça respecte le principe LIFO, last in, first out. Donc nous, on devrait chercher l'avant-dernier paramètre pour retrouver l'adresse du tampon. Pour ça, on regarde dans la stack et on tombe sur une adresse à une chaîne de caractères. On fait clic droit dessus et on la suit dans le dump. Effectivement, on voit une chaîne de caractères avec pas mal de bytes initialisés à 0, probablement 40, ce qui correspond visiblement à notre aperçu. Effectivement, si on regarde la longueur, on a 28 donc en valeur hexadécimale, ce qui correspond à 40. 16 plus 16 plus 8, 40. Maintenant que notre hypothèse est validée, on va s'empresser de modifier le commentaire sur notre fonction send. La deuxième observation était l'envoi d'une chaîne mystérieuse qui était contenue sur 16 bytes. À ce stade, on peut légitimement se dire que cette chaîne mystérieuse contenait le mot de passe. Bon, probablement que le mot de passe à ce moment-là est chiffré, compressé ou crypté. Mais du coup, sachant qu'on va bientôt tomber sur une fonction send, donc envoyer cette chaîne de caractères. D'ailleurs, pour preuve que ça va bien être celle-là, justement, on a push 10, donc en valeur hexadécimale, ça fait 16. Du coup, on va envoyer justement cette chaîne mystérieuse dans peu d'instructions. Donc là, on va chercher une fonction qui prend pour paramètre le mot de passe. Donc on avance, et là on tombe sur une première fonction. Bon, cette première fonction, elle n'est pas hyper intéressante dans la mesure où on envoie pour paramètre 2 valeurs hexadécimales et l'adresse du login.
Donc ici, on va pas vraiment l'étudier, on va plutôt faire un step over, donc passer par-dessus le code. On continue et là on voit une référence justement à notre mot de passe. Cette suite d'instructions est pas hyper intéressante. En fait, il s'agit juste de déplacer le mot de passe de registre en registre. Par contre, là, on tombe sur une fonction assez intéressante qui prend deux arguments, le login et le mot de passe. Donc on va rentrer dedans à l'aide d'un step into, c'est-à-dire F7. Et là, on tombe sur une toute petite fonction. Cette petite fonction fait typiquement penser aux algorithmes de chiffrement fait maison que l'on peut retrouver dans pas mal de MMORPG amateurs. On retrouve une boucle au milieu et on va commencer à l'analyser. Cette fois-ci, on va se déplacer que à l'aide de step over. De toute façon, à l'intérieur de cette fonction, on voit bien qu'il n'y a aucun call. Ici, c'est intéressant, on met dans ESI une certaine adresse. On aimerait bien voir ce qui est contenu dans cette adresse. Pour ça, on fait clic droit, follow in dump. Voilà, là on tombe typiquement sur quelque chose d'intéressant, dans la mesure où on tombe sur une chaîne de caractères qui n'a pas a priori de sens. Ça, c'est encore un argument qui me pousse à dire que on est tombé sur un algorithme de chiffrement un peu fait maison. Ça fait penser, si vous voulez, à une chaîne de caractères qui va permettre de chiffrer, en l'occurrence, notre mot de passe et notre login. On va appeler cette chaîne de caractères notre chaîne magique. Et on va la garder, puisque probablement elle va nous servir par la suite. Pour la garder, on fait clic droit dessus et on la copie. On n'oublie pas de mettre un commentaire. Ensuite, on avance et on remarque qu'on met l'adresse de notre mot de passe dans EAX que l'on met ensuite dans ECX. Ensuite, on tombe sur 4 instructions assez intéressantes. On met tout d'abord le registre EBX dans le registre EAX. Pour l'instant, il vaut 0. Ensuite, on met la valeur 3 dans le registre EDI. Ensuite, on tombe sur une instruction qui va convertir un double word en un quad word. Autrement dit, on n'aura plus un nombre qui va tenir juste sur le registre EAX, mais un nombre qui va pouvoir tenir sur le registre EAX et EDX. Là, on tombe sur une instruction assez intéressante, dans la mesure où on va diviser EAX par la valeur EDI, c'est-à-dire 3, et on va stocker le reste de cette division dans EDX. Ensuite, on met à nouveau l'adresse du login dans le registre EAX. On continue, et là, c'est assez intéressant. On va mettre un byte dans le registre DL. Ce byte sera tiré du login. Mais ce qui va déterminer quel byte va être récupéré du login, ce n'est pas le registre EAX, puisque de toute façon la valeur de EAX sera toujours la même, parce que juste avant on met la même adresse du login qui est disponible dans la pile. Ici, ce qui est vraiment important, c'est justement la valeur de EDX. Et la valeur de EDX, c'est justement le reste de la division de EAX par 3. Autrement dit, c'est le reste de la division de EBX par 3, parce que justement, on avait mis la valeur EBX dans EAX. Donc du coup, on va d'ailleurs pouvoir modifier le commentaire. Mais EBX, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'il fait pour évoluer. Bien tout simplement, EBX, à chaque tour de boucle, il va être incrémenté de 1. Autrement dit, le byte qui va être conservé dans DL depuis le login, ça va être la valeur EBX modulo 3. Donc on continue, et là on met encore une fois le login dans le registre EAX. Ensuite, on va mettre le deuxième caractère du login dans le registre EAX. On remarque que comme EAX prend toujours la même valeur, à chaque tour de boucle, ce sera bel et bien toujours le même deuxième caractère du login qu'on va mettre dans ce registre EAX. Après, on fait une instruction AND entre EAX et puis une valeur constante. Ce jump n'est pas intéressant, et on fait cette fois-ci une rotation de 4 bits à gauche avec la valeur qu'on en a obtenue dans le registre EAX. On a déjà décrit la valeur de EBX. Ensuite,
On prend un caractère de la chaîne magique, donc le caractère choisi dépend de la valeur de EAX, et on met ce caractère dans le registre AL. Puis après on incrémente l'adresse de la chaîne magique, ce qui fait qu'on perd un caractère de la chaîne magique, mais du coup ça sera assez utile puisque comme la valeur de EAX est constante, donc à l'instruction précédente, pour choisir des caractères différents, il va bien falloir modifier quelque chose et le développeur ici modifie justement l'adresse de la chaîne magique. Ensuite, on fait deux xorisations. Alors la première, c'est une xorisation entre un caractère de la chaîne magique et un byte du mot de passe. Puis on fait une xorisation avec le résultat obtenu de la précédente instruction et un caractère du login dont sa position dépendait de la valeur de EBX modulo 3. Enfin, on met la valeur du nouveau caractère chiffré à la place de l'ancien caractère du mot de passe. Et enfin, on incrémente l'adresse du mot de passe qui va nous permettre de se déplacer à l'intérieur de ce même mot de passe. Et enfin, on compare la valeur de EBX avec 16 ou 10 en valeur hexadécimale, ce qui est en fait justement la longueur de la chaîne mystérieuse. Donc à cette étape-là, on est sûr qu'il s'agissait bien d'une fonction de chiffrage du mot de passe et que c'est bien le mot de passe qu'on a cherché à chiffrer. Donc maintenant, on va poser un breakpoint sur ce jump et on va s'amuser à observer le chiffrement du mot de passe. Pour ça, je vais suivre dans le dump la valeur de ECX qui contient l'adresse du mot de passe. Puis je fais des F9 pour m'arrêter à chaque fois sur la fin de la boucle. Maintenant que EBX a pris la valeur de 16, le jump n'est plus pris et on va pouvoir terminer la fonction. On va donc poser des commentaires sur les fonctions dont maintenant on comprend leur intérêt et on va à la prochaine fonction send. Évidemment, comme prévu, la fonction send va envoyer le mot de passe chiffré. On va donc lui poser un nouveau commentaire. On avance ensuite vers la prochaine fonction send. Cette fonction send envoie comme prévu, lors de l'analyse avec WPE, 4 bytes dont 1 est initialisé à 0. Alors on va pas vraiment se casser la tête pour analyser le sens de cet envoi de paquet de la part du client, puisque vraisemblablement l'information qui est envoyée n'est pas très intéressante. Donc on va interpréter ça comme un message qui permet de dire au serveur « Voilà, j'ai fini mon authentification ». Ensuite, on remarque que la prochaine fonction qui va être appelée, a priori, c'est une fonction receive. Pourtant, l'analyse que l'on a faite avec WPE nous a dit que nous avons envoyé 4 paquets. Mais on voit que avant de faire appel à la fonction receive, on fait appel à une autre fonction. Probablement qu'un quatrième send va être appelé à l'intérieur de cette autre fonction. Donc, on va dedans, à coup de step into. Donc on arrive dans une fonction qui fait appel à 4 fonctions intéressantes. La première étant getSockName, la deuxième étant getPeerName, la troisième étant une fonction dont pour l'instant on ne connaît pas son intérêt, et la quatrième étant justement la fonction send tant attendue. Nous allons donc rejoindre la première fonction getSockName. La première fonction getSockName permet d'avoir le nom de la socket locale. Elle prend, comme vous le voyez, 3 paramètres. La longueur disponible dans le buffer qui est censé contenir le nom, l'adresse de la structure qui va contenir le nom de la socket locale, et enfin la socket. OliDebugger nous propose un outil assez intéressant qui nous permet d'avoir un point de vue assez propre sur les structures qui sont appelées. Parce qu'il faut avouer qu'avoir une simple projection dans le dump d'une structure, c'est pas forcément très lisible. Mais avoir un point de vue détaillé sur d'une structure, comme on pourrait le lire dans une documentation, c'est déjà beaucoup plus pratique. Alors pour ça, on fait simplement un clic droit sur le pointeur de la structure, par exemple. On fait decode as pointer to structure. On sélectionne le type de notre structure. Et on valide. Ainsi, on a une description assez complète de notre structure qui est forcément beaucoup plus facile à lire. On appelle alors notre fonction et on va regarder le résultat que l'on obtient dans cette structure. On obtient alors une information intéressante. C0 A8 01 14.
Si on retourne sur WPE Pro, ces 4 bytes vont tout de suite nous interpeller. En effet, quand on regarde la 4e requête qui a été envoyée par le client, on retrouve ces 4 premiers bytes, C0, A8, 01, 14. Donc on a déjà le sens de ces 4 premiers bytes qui a été envoyé par le client. Ensuite, on continue jusqu'à la deuxième fonction qui est appelée à l'intérieur de cette plus grosse fonction. getPeerName fonctionne à peu près de la même manière que pourrait fonctionner getSockName. Elle prend en paramètre la socket, une structure qui permet de contenir le nom du peer et la longueur du buffer qui permettra justement de contenir le nom du peer. À nouveau, on va faire un decode as structure pointer et on va récupérer à nouveau l'information en chargeant la fonction. Cette fois-ci, on récupère 4 nouveaux bytes, 50, 53, 78 et 73. On va regarder à nouveau le paquet mystérieux qui a été envoyé et bingo, 50, 53, 78 et 73. Donc on a cette fois-ci le sens des 4 bytes suivants qui a été envoyés par le client. Maintenant, il nous reste à comprendre le sens de ces 4 derniers bytes. On continue alors notre petit bout de chemin sur l'analyse de cette fonction et on tombe cette fois-ci sur une autre sous-fonction. On va aller dedans à coup de step into. On retrouve à nouveau quelques fonctions appartenant à l'API de Windows. Au début, on va ouvrir une clé de registre qui appartient bizarrement à celle du logiciel Blocknote. On va y récupérer quelques données, jinput1 et jinput2. On va ensuite inspecter ces valeurs avec regedit. On observe donc ces deux valeurs et on les mémorise. On va ensuite suivre le flux d'instructions pour voir ce que fait cette fonction avec ces deux valeurs. On récupère donc la première valeur et on récupère la deuxième valeur. À l'adresse 44F8E4, il y a la première valeur, c'est-à-dire jinput1, que l'on va mettre dans le registre EAX. Ensuite, on xorise donc la valeur de jinput1 avec une constante. On met après la deuxième valeur, c'est-à-dire celle qui se trouvait dans jinput2 dans EDX, et on va comparer EAX avec EDX. Comme ces valeurs sont égales, on va directement jumper et cette fois-ci, on va mettre le résultat de la xorisation entre la valeur de jinput1 et une constante, justement à l'adresse où est stockée la valeur de jinput1. Par curiosité, on va regarder le résultat. On lance la xorisation et on tombe sur 08 3E 01 00. On retourne sur WPE Pro et on retrouve 08 3E 01 00. On a donc maintenant une explication complète sur la formation de cette chaîne qui n'est donc plus mystérieuse. On continue et on vérifie bien lors de l'appel à la fonction send que c'est bien cette chaîne mystérieuse qui est envoyée. Effectivement. À ce stade, on est capable de reproduire les 4 premières requêtes pour n'importe quel compte, sachant que les étapes qui doivent vraiment se différencier les unes par rapport aux autres, c'est l'étape 1, 2 et 4. L'étape 1 et 2 se justifient très facilement puisque si on veut connecter un compte avec des logins et des mots de passe différents, il est nécessaire d'envoyer des requêtes différentes. Mais la 4e peut aussi se justifier par le fait que si nous avons besoin de lancer notre client depuis des ordinateurs différents, j'ai fait le test mais vous auriez pu faire la même chose, les valeurs contenues dans la clé de Blocknote peuvent être différentes. À ce stade, on a toutes les informations nécessaires pour se connecter correctement au serveur. On peut parler de l'étape handshake, poignée de main avec le serveur. Et l'étape suivante va consister à étudier la méthode employée par le client pour maintenir une connexion persistante avec le serveur.